Chers compatriotes, chers résidents, chers amis de la Principauté, depuis ma première élection en tant que conseiller national en 1988, ma réélection en 1993 et mon élection en tant que président du Conseil national en 2003-2008, puis pour cette mandature, je n'ai eu de cesse de travailler au service de vous tous et du pays. En février 2018, mes compatriotes m'ont majoritairement fait confiance en me permettant d'accomplir un nouveau mandat de président de l'Assemblée. Comme je l'avais indiqué, je me suis pleinement investi depuis maintenant près de 5 ans dans l'exercice de ces fonctions au service de l'État. Ainsi que je m'y étais engagé avec mes collègues, conseillers nationaux et conseillers nationaux, nous avons redonné au Conseil national sa juste place au sein des institutions de notre pays. L'essentiel de nos engagements ont été tenus. En ce qui concerne le logement des Monégasques, il s'agissait de mettre fin à la pénurie et de permettre à tous les foyers dont la situation le justifie de pouvoir être bien logés dans leur pays. Grâce au plan national logement annoncé par le prince souverain, cet objectif sera atteint en 2023. Les enfants du pays pourront alors bénéficier des nombreux logements du secteur protégé qui seront libérés. De plus, le contrat habitation-capitalisation a été encore amélioré dans les domaines pour être plus accessible. Afin de répondre à l'évolution des mentalités, nous avons adapté nos textes sur les questions de société, en créant notamment le contrat de vie commune et en dépénalisant l'IVG pour les femmes. Par son positionnement sur la négociation d'un éventuel accord d'association avec l'Union européenne, le Conseil national n'a eu de cesse de défendre ce qu'il considère, avec vous, comme des lignes rouges qui doivent garantir la priorité nationale dans tous les domaines, la préservation de notre identité et la pérennité du modèle social et économique monégasque. En matière économique, nous avons pris nos responsabilités en adaptant nos lois aux directives européennes, sans pour autant surtransposer des dispositions supplémentaires qui auraient porté atteinte à nos entreprises, nos commerçants et nos travailleurs indépendants. Nous avons par ailleurs voté de nombreuses lois afin de favoriser le développement du numérique, facteur d'attractivité et de croissance. D'une manière générale, le Conseil national a accompli un important travail de modernisation de nos textes en lien avec le gouvernement, sous l'autorité du prince Albert II. Ne l'oublions pas, ce mandat fut aussi marqué par une crise sanitaire historique. Dans le cadre du comité mixte de suivi Covid-19 instauré par le prince souverain, le Conseil national a œuvré dans l'unité des institutions et dans l'Union nationale pour formuler des propositions afin de protéger la population, d'accompagner les acteurs économiques et les salariés et de préparer la relance. Le Conseil national n'a cessé depuis lors de travailler de manière apaisée et constructive dans l'intérêt général, pérennisant ainsi l'esprit de l'Union nationale partagé par l'ensemble des élus. C'est donc avec le sentiment du devoir accompli et la volonté de servir autrement les intérêts de la Principauté que je décide de cesser mes fonctions de président du Conseil national et d'élus à compter de ce lundi 3 octobre. J'ai en effet accepté de faire partie du conseil d'administration du fleuron économique de notre pays que constitue la Société des Bains de Mer. Au départ de l'actuel président délégué, M. Jean-Luc Biamonti, je serai proposé au conseil d'administration pour assurer la présidence de la SBM à la fin de l'exercice en cours, le 31 mars 2023. Je rejoins donc avec fierté cette grande entreprise à laquelle ma famille et moi-même sommes très attachés depuis plusieurs générations. J'ai toute confiance en la vice-présidente Brigitte Boccone-Pagès et en l'ensemble des conseillères nationales et des conseillers nationaux pour poursuivre dans l'Union nationale avec le même état d'esprit et la même détermination le travail engagé. Chers compatriotes, chers résidents, chers amis de la Principauté, toutes et tous unis derrière notre prince souverain, je souhaite, pour conclure, partager avec vous ma confiance dans l'avenir de notre pays, l'efficacité de nos institutions et la réussite de ce modèle monégasque auquel nous tenons tant. A se revede.
Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission parlementaire. Vous venez d'entendre Stéphane Valéry qui vient de vous laisser un message et nous sommes à présent avec la vice-présidente du Conseil national, Brigitte Boccogne-Pagès. Bonsoir. Bonsoir Fabien Bonilla. Comment dois-je vous appeler d'ailleurs la vice-présidente, la présidente par intérim, la future présidente? Qu'est-ce que l'on va dire? Alors à l'heure où je vous parle, je suis vice-présidente. Bien sûr, je vais assumer totalement les tâches dues à ma fonction suivant l'article 8 du règlement intérieur. Mais bon, mon titre, c'est vice-présidente. Et comment se passe actuellement la transition depuis le départ de Stéphane Valéry? Écoutez, en toute continuité, en tout échange, nous sommes tous unis pour bien sûr continuer de soutenir tout ce qu'a entrepris le président depuis bientôt 4 ans et demi maintenant. Et donc nous allons aborder les séances budgétaires dans la continuité. Je crois que le mot est parfait. Là, vendredi, il y a eu ce qu'on appelle un pot de départ. Oui. J'imagine qu'il y a eu beaucoup d'émotions. Bien sûr, effectivement, à tous les points de vue. Avec le président Stéphane Valéry, cela fait maintenant 20 ans que nous travaillons au niveau du Conseil national, presque 35 ans d'amitié et de travail donc, qui remontent aux années 1985. Donc vous imaginez bien que l'émotion était là. Nous étions entourés des élus, du personnel du Conseil national, et puis ces moments dans une vie sont inoubliables. Alors ce jeudi, il va y avoir l'élection du bureau et de son nouveau président. La question est toute légitime. Est-ce que vous allez vous présenter? Alors oui, Fabien Bonilla, je vais présenter ma candidature jeudi soir pour le renouvellement du bureau et j'espère avoir le soutien de l'entièreté de mes collègues. En tout cas, je l'espère. Ce serait historique, une femme présidente du Conseil national. Vous en avez notion, vous en avez conscience? Oui, bien sûr, j'en ai conscience. Et puis, je ressens le poids des responsabilités pour travailler en parfaite coordination, en parfaite continuité avec ce que le président a initié depuis toutes ces années. Donc, j'étais auprès de lui, j'ai beaucoup appris même, et j'espère qu'il en sera fier au niveau de ma future éventuelle élection. Je prends toutes les pincettes pour dire les choses, tout à fait. Donc il y aura l'élection du bureau et du président. Nous allons assister également à une séance publique importante. Dans quel état d'esprit l'Assemblée aborde-t-elle cette session? Est-ce que ça va être plutôt glacial, plutôt tiède, chaud? Est-ce qu'on va être dans un consensus ou un débat plutôt houleux? Oui, si vous permettez, au renouvellement du bureau, il y a bien sûr l'élection du président, mais il y a l'élection du vice-président également, puisque compte tenu de ma présentation à la présidence, bien sûr, mon poste reste vacant et bien une deuxième élection aura lieu à bulletin secret. Pour ce qui concerne les débats budgétaires, nous avons déjà échangé à de nombreuses reprises avec le gouvernement au travers des commissions plénières d'études sur des sujets importants que nous allons dévoiler au fur et à mesure de cette séance parlementaire. Par contre, nous attendons des réponses, et des réponses concrètes, constructives et réelles par rapport aux enjeux que nous avons présentés au niveau des commissions plénières d'études. Je vous propose justement d'écouter Balthazar Seydoux, le président de la Commission des finances et de l'économie nationale. Le budget rectificatif que nous allons examiner lors des prochaines séances publiques est le second que dépose le gouvernement. Un premier budget rectificatif avait été déposé au Conseil national le 30 juin dernier et suite à une excellente saison estivale génératrice de recettes supplémentaires et à une évaluation plus fine des dépenses, l'exécutif gouvernemental a pris la décision de déposer un nouveau projet de loi de budget rectificatif le 16 septembre. C'est un choix qui va dans la bonne direction, notamment au regard de certaines pratiques discutables dans la gestion budgétaire de l'État, signalées par les élus au travers de la résolution sur nos comptes publics votée le 22 juin dernier. Ce nouveau budget, qui totalise près de 2 milliards d'euros en recettes et en dépenses, pour un résultat excédentaire de 8,8 millions d'euros, exprime la bonne santé économique de la principauté. En effet, pratiquement l'ensemble des postes de recettes sont en progression, en particulier la TVA hors secteur de l'immobilier. Du côté des dépenses, l'État, comme chacun le sait, engage des sommes très importantes pour améliorer les infrastructures de la principauté. Il s'agit là d'investissements stratégiques, notamment dans le logement, dans diverses infrastructures publiques ou encore dans le numérique. Représentant près de 46% du total de nos dépenses publiques, cet effort financier a vocation à rendre notre pays plus attractif
plus moderne et à améliorer la vie de nos compatriotes et résidents. Pour l'ensemble de ces raisons, c'est un effort nécessaire et un engagement d'avenir. Pour autant, le contexte économique global impose à l'État d'être protecteur, tant pour les particuliers que pour les entreprises. Les effets de l'inflation, en particulier sur les coûts de l'énergie, doivent être atténués le plus possible par l'action publique. L'État l'a déjà fait là où il peut agir directement, c'est-à-dire sur l'ensemble des personnels et retraités du secteur public et hospitalier. Ces décisions sont évidemment nécessaires, mais il faut également penser aux salariés et retraités du secteur privé ainsi qu'aux entreprises. À chaque fois qu'il le peut, l'État doit agir en médiateur, notamment pour faciliter le dialogue social afin que les entreprises qui en ont les moyens maintiennent le pouvoir d'achat de leurs salariés. L'inflation générale qui avait débuté dès la fin 2021 a été accentuée par le conflit en Ukraine, qui impacte directement les prix de l'énergie. À cet égard, ce budget rectificatif intègre, à partir de janvier 2023, un bouclier tarifaire qui vise à limiter la hausse des prix de l'électricité à 12,4% pour les particuliers et entre 18 et 27% pour les entreprises. Là encore, le rôle protecteur de l'État doit jouer à plein. Il faut limiter ces hausses le plus possible. Enfin, la question du logement reste bien sûr au cœur de nos discussions avec le gouvernement. Les propositions de nouvelles constructions faites dans le cadre du budget primitif 2022 ne tiennent déjà plus et certains projets plus anciens sont annulés ou compromis. Le Conseil national restera ferme sur la nécessité de trouver des solutions afin de garantir des livraisons en 2025, en 2026 et voire même en 2027 s'il devait y avoir d'autres retards ou annulations. Sur ce sujet, nous demandons au gouvernement d'être ouvert à toutes les solutions potentielles et dans les plus brefs délais. La problématique du logement reste, pour le Conseil national, la priorité absolue. Nos compatriotes ne comprendraient pas qu'avec des finances publiques aussi saines, il ne soit pas possible que le plan national logement ne se déploie comme il était prévu depuis 2019. Balthazar Seydoux semble assez ferme là, sur le sujet du calendrier de livraison de logements domaniaux. C'est aussi votre position ? Complètement d'accord avec ce que nous venons de voir, bien entendu. Il faut que le gouvernement respecte son engagement. Il nous faut 100 logements neufs par an. Donc, le gouvernement doit s'engager sur ces logements. Nous attendons, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des réponses concrètes, fermes. Alors, sur ce sujet, écoutons le président de la commission du logement, Franck Lobonneau. Ce mandat aura été celui de la construction massive de logements pour les Monégasques. En 5 années, nous aurons réussi à résorber la pénurie que nous avions trouvée au début de la mandature. Nous aurons fait évoluer le projet Testimonio vers les 2 tours dans la configuration optimisée actuelle que vous connaissez, le Grand Ida avec une architecture bien mieux intégrée dans le quartier, ou encore le Palais Honoria avec une habitabilité maximale. Au total, près de 600 logements permettront de bien loger les foyers dont la situation le justifie d'ici fin 2023. Faire de la politique, au sens noble du terme, c'est avant tout prévoir et anticiper pour répondre à un besoin. En ce sens, le plan national pour le logement, obtenu en 2019 après des séances budgétaires très tendues avec le gouvernement, était la jauge parfaite qui permettait de s'accorder sur les besoins, les programmes à venir et les dates de livraison, sans que le logement soit à nouveau un sujet de polémique entre le Conseil national et le gouvernement durant les 15 prochaines années. Aujourd'hui, si l'ensemble des constructions prévues jusqu'à fin 2023 n'est pas remis en cause par le gouvernement, nous devons malheureusement constater que ce dernier, depuis quelques mois, dévie de son plan initial au fur et à mesure d'annonces, d'annulations ou de retards de projets. À la veille des séances publiques relatives au budget rectificatif, je veux clairement faire part de mon inquiétude et de mon agacement. Faire de la politique, c'est prévoir. Alors je le dis très clairement, le gouvernement doit tenir ses engagements et trouver des solutions pour livrer le bon nombre de logements dans les délais annoncés, tout en limitant bien évidemment au maximum les nuisances pour les résidents actuels. Les appartements qui seront livrés en 2025, 2026, 2027, voire au-delà, se décident maintenant. Aucune excuse technique, aucun prétexte de désaccord avec un constructeur ne pourra remettre en question le plan national pour le logement. Tout se négocie avec pragmatisme. C'est une question de volonté avant tout. Je veux aussi insister sur un point relatif à la qualité de vie. Bien évidemment, un chantier fait du bruit et entraîne des nuisances. Nous construisons pour nos familles et nos enfants et cela demande de la compréhension.
Pour autant, il est important que les arrêtés ministériels soient respectés, que les travaux bruyants ne démarrent pas trop tôt le matin et ne se terminent pas trop tard le soir, que la pause de midi soit respectée et que les riverains soient régulièrement tenus informés afin qu'ils puissent s'organiser au mieux. Et dans les moments les plus critiques, le gouvernement doit également envisager des mesures exceptionnelles à l'égard des résidents les plus impactés. Avec le Conseil national, nous serons particulièrement vigilants pour que les engagements pris devant la représentation nationale soient respectés et que le logement demeure dans les actes et pas seulement dans les paroles, la priorité nationale partagée avec le gouvernement dans le respect du cap fixé par notre prince souverain. Balthazar Seydoux a rappelé que les finances publiques sont en bonne santé et pourtant l'inflation marque son retour de manière sérieuse un peu partout dans le monde, y compris à Monaco. Comment peut-on protéger le pouvoir d'achat ici en Principauté ? Oui, effectivement, l'inflation est un point important cette année. Ça touche toutes les familles. Le gouvernement s'est engagé pendant nos séances privées. Je le félicite d'ailleurs. Nous attendons la même chose que ce qu'il a réalisé pendant la crise Covid, au travers du comité de suivi d'ailleurs, et au travers des décisions qui ont été prises. Il faut absolument faire la même chose au niveau de l'inflation. Nous comptons sur lui. Cela fera partie de nos échanges durant les séances budgétaires. Sur cette question du pouvoir d'achat, que ce soit la fonction publique ou pour les retraités, qu'il s'agisse des traitements des salaires ou des prix de l'énergie, je vous propose d'écouter tout d'abord Marc Mouroux, président de la Commission des intérêts sociaux et affaires diverses, puis Corinne Bertani. Depuis le début de cette mandature, le Conseil national n'a cessé de relayer les attentes des Monégasques, des résidents et des salariés de la Principauté afin de renforcer l'excellence de notre modèle social et de notre système de santé. Depuis ces derniers mois, l'inflation a brusquement augmenté, faisant monter les prix de nombreuses matières premières et pesant de plus en plus sur les fins de mois de nos compatriotes et résidents. Le prix à la consommation du gaz, des carburants, de l'énergie ou bien encore de l'alimentaire constitue une préoccupation réelle pour les familles de Monaco et c'est à l'État de répondre présent dans cette période inédite. C'est pourquoi le Conseil national a pu sensibiliser le gouvernement sur la nécessité de procéder à une importante revalorisation du point d'indice de la fonction publique, du personnel hospitalier, sans oublier nos chers retraités, afin de leur garantir un pouvoir d'achat suffisant. Une nouvelle hausse de salaire de 3,5% a ainsi été effectuée dès septembre 2022 et des primes supplémentaires seront également accordées. Concernant la construction d'un nouvel EHPAD, annoncé dans un premier temps en fin 2025, notre Assemblée rappelle le besoin de prendre en compte l'augmentation de la dépendance liée au vieillissement de la population et de trouver une solution rapide pour assurer la prise en charge de nos aînés. Le Conseil national rappelle que ce besoin découle d'une étude réalisée à la demande du département des affaires sociales et de la santé à horizon 2049. Celle-ci portait sur la prise en charge des personnes âgées de plus de 65 ans, à domicile et en établissement spécialisé, avec dès 2030 un déficit de 118 lits pour nos seniors. Les élus attendent donc de nouvelles pistes concrètes afin de démarrer ce projet au plus vite et de préparer au mieux l'accueil des personnes âgées dépendantes sur le territoire monégasque. Après 2 années difficiles pour l'ensemble des entreprises monégasques et en particulier les commerces de détail, la restauration et l'hôtellerie, la Principauté connaît une reprise économique vigoureuse. La saison estivale a été excellente et nos entreprises, dans leur grande majorité, se portent bien. Et s'il fallait le démontrer, les prévisions de recettes de TVA sont majorées de près de 10% par rapport au budget primitif. Ces rentrées sont essentiellement issues de l'activité hors secteur immobilier. Évidemment, certaines entreprises ont plus de difficultés que d'autres à se relever des années 2020 et 2021. Et les élus restent mobilisés pour continuer à les accompagner et souhaitent que le gouvernement ne les abandonne pas. Le contexte économique général connaît une importante inflation. Cette hausse des prix impacte l'ensemble des résidents de Monaco, ainsi que ses salariés et bien entendu ses entreprises. Pour le Conseil national, l'État doit faire tout son possible pour limiter la hausse des coûts de l'énergie, et notamment pour les entreprises. Bien sûr, il en va de même pour les particuliers. Au-delà de la question de l'énergie, tout le monde pense aussi au salaire. Bien entendu, dans une économie libre, ce n'est pas l'État qui décrète les salaires, à l'exception du minimum légal. C'est pourquoi nous invitons toutes les entreprises qui le peuvent à faire un effort pour relever les salaires de leurs employés.
À leur place, les élus ont demandé au gouvernement d'autoriser jusqu'à la fin de l'année le versement d'une prime exonérée de charges patronales, comme celle qui a été rendue possible pour les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration. En effet, il s'agit d'une prime versée pour une fois pour celles et ceux qui touchent les salaires les plus bas et qui sera limitée dans le temps. Ce dispositif constitue un réel bénéfice pour l'attractivité professionnelle des secteurs d'activité de la Principauté pour un coût tout à fait acceptable. Depuis ce lundi, les bus sont gratuits à Monaco. C'est une demande de la majorité. Pensez-vous concrètement que cela va régler le problème de la circulation ? Je pense que c'est un sujet important d'abord. Vous êtes bien d'accord avec moi, la circulation en Principauté, c'est infernal. Donc oui, l'Assemblée travaille sur ce projet depuis 5 ans maintenant. C'est une des principales mesures. Bien sûr, il y en a d'autres sur la mobilité. Mais il faut déjà s'engager sur celle-là, voir les résultats de ce que cela donne, puisque nous devons faire un point avec le gouvernement au bout d'un mois. Mais nous verrons. Il faut absolument réduire la circulation à Monaco. Ça, c'est un objectif. Il faut y aller. Prenez le bus. Prenons le bus. Le point en attendant sur la question de la mobilité à Monaco avec Karen Aliprandi. Chers compatriotes, comme vous le savez, depuis ce lundi 3 octobre, les bus de Monaco sont gratuits, dans le cadre d'une expérimentation qui durera 2 mois. C'est une vraie victoire pour le Conseil national qui demande la gratuité des bus depuis de nombreuses années, face à un gouvernement qui, au départ, ne voulut tout simplement pas en entendre parler et encore moins tester cette solution. Bien entendu, la gratuité des bus, qu'elle soit expérimentale ou définitive, ne résoudra pas seule les problèmes de circulation à Monaco. Un certain nombre d'initiatives vont dans le bon sens, comme la construction de parkings relais aux entrées de ville, l'incitation au covoiturage, ainsi que des services comme Monabike ou Mobi. Bien sûr, il faut aussi concentrer nos efforts sur le renforcement de la desserte monégasque par le train. Oui, c'est par la juxtaposition de nombreux dispositifs que nous pourrons améliorer la mobilité à Monaco. Nous n'avons eu de cesse de demander au gouvernement qu'il prenne cette question à bras-le-corps. Il semble que le Conseil national soit désormais entendu sur ces questions. Nous attendons maintenant du gouvernement qu'il prenne des décisions en ce qui concerne la possibilité ou non d'un transport en commun en site propre, TCSP, l'abandon ou non du projet de télécabine, la faisabilité ou non d'un métro entre Nice et Monaco, ou bien encore l'instauration ou non de navettes maritimes que nous réclamons depuis 3 ans. Cela fait maintenant des années que nous entendons parler d'études, qu'on nous soumet des présentations, des évaluations, mais à ce stade, aucune décision n'est prise. Je le répète donc, il est temps que le gouvernement prenne des décisions et qu'il lance dans les plus brefs délais les appels d'offres nécessaires pour que les projets se concrétisent. Ces questions seront au centre des prochains débats budgétaires pour que les sujets de la qualité de vie et de la mobilité restent bien au centre de nos discussions. Madame la vice-présidente, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Nous vous retrouvons ce jeudi pour la séance publique d'élection du bureau avec, et ce sera peut-être historique, peut-être la première femme présidente du Conseil national. Ça sera en tout cas suivi de la première séance d'examen du budget rectificatif. Merci. Je vous remercie, Monsieur Bonilla. Et c'est une tradition dans cette émission, les tribunes libres. Aujourd'hui, on va écouter Franck Julien, Béatrice Fresco-Rolfo, Jean-Louis Grinda et Nathalie Amoretti-Blanc. Oui, le numérique contribue non seulement à l'amélioration de la qualité de vie des Monégasques et des résidents, on l'a vu dans les domaines de l'éducation, de la mobilité, mais aussi de leur relation avec notre administration. Avec la digitalisation de l'économie, le numérique est également générateur de nouvelles recettes. Dans les prochains mois, le Conseil national devra également se pencher sur l'importance de la protection des données personnelles avec une loi consacrée au RGPD. Travailler sur ce texte signifie beaucoup pour nos acteurs économiques et qui en auront besoin pour accéder au marché européen qui est très régulé en la matière. Je profite de ce moment pour adresser mes plus chaleureux remerciements aux permanents du Conseil national, mais aussi à ceux des services juridiques du gouvernement pour leur professionnalisme, leur mobilisation et leur dévouement au service de la modernisation législative de la Principauté. De manière plus générale, nous rappellerons au gouvernement, à l'occasion de ce budget rectificatif, et dans un monde qui va de plus en plus vite, que le temps n'est plus aux études, mais aux actes, pour décider maintenant les investissements stratégiques de demain. Dans l'union nationale et dans l'unité des institutions,
Vos élus, comme vous, chers compatriotes, veulent du concret. Vous pouvez compter sur nous. Très chers compatriotes, alors que nous sommes sortis de la période Covid-19 et ses challenges, de nouvelles épreuves se dressent sur la scène internationale impactant notre pays et notre communauté. La guerre en Ukraine a amené son lot de désolation avec des conséquences humanitaires dramatiques. Je pense aux Ukrainiens et je reste solidaire de ce pays. Ce conflit a aussi impacté l'économie de la quasi-totalité des pays avec un enchaînement de désagréments plus ou moins graves. Cet été, nous avons dû faire face à une pénurie de certains produits résultant du conflit, mais aussi de la grande sécheresse qui a impacté le monde. Cet hiver, nous devrons faire face à une pénurie énergétique, mais aussi à une inflation galopante qui fait déjà baisser notre pouvoir d'achat. La principauté doit donc faire face à de nouveaux défis et la rectification budgétaire d'octobre reste un instrument de taille pour y faire face et garder un pays attractif, une économie dynamique et une paix sociale grâce au maintien du pouvoir d'achat des salariés et des retraités. Avec mon collègue Jacques Ritt, nous resterons attentifs aux promesses du gouvernement qui seront faites durant l'examen du budget rectificatif 2022. Enfin, je ne peux pas vous quitter, chers compatriotes, sans évoquer 2 campagnes d'information qui sont importantes pour les femmes, mais aussi pour les hommes. En octobre, c'est le mois du rose pour promouvoir le dépistage du cancer du sein et ainsi amorcer rapidement les soins pour une augmentation du taux de guérison. En novembre, c'est le mois du ruban blanc, couleur internationalement définie avec la journée du 25 novembre et sa campagne contre les violences faites aux femmes. 2 mois, 2 couleurs. En octobre, c'est le rose. En novembre, ce sera le blanc. Portez vos rubans pour montrer votre solidarité. À CRVD. Mes chers compatriotes, nous sommes dans un temps paradoxal puisque d'un côté, nous allons bientôt voter un budget rectificatif en excédent et que de l'autre, quasiment en même temps, nous allons aussi voter une loi qui autorisera un prélèvement de plus de 100 millions d'euros sur la partie liquide du FRC, ainsi que le prévoit la Constitution lorsqu'un exercice déficitaire, en l'occurrence celui de 2020, est constaté. Les secousses liées au Covid n'étaient pas encore passées qu'un autre signe noir est venu obscurcir le ciel, la guerre en Ukraine, dont les conséquences politiques et économiques sont ravageuses. Ainsi, aujourd'hui, suite à ces 2 grandes crises, tous les grands pôles de l'économie mondiale sont en difficulté. Aux États-Unis, on attend une récession causée par la hausse des taux d'intérêt. En Chine, d'immenses difficultés sont nées de la politique du zéro Covid, cumulées aux problèmes immobiliers, à la sécheresse et aux restrictions à l'exportation. Les pays émergents connaissent une crise de la dette causée par la montée du dollar. Et enfin, dans la zone euro, nous devons affronter une crise de l'énergie dont les effets les plus problématiques sont attendus pour l'hiver prochain. Au milieu de ce monde en chaos, notre économie résiste et performe de manière remarquable. Le prochain rectificatif nous le montre, mais plus emblématique encore, les derniers résultats publiés par la SBM sont remarquables et nous indiquent le climat favorable de notre économie nationale quand le tourisme privé ou d'affaires retrouve des niveaux quasi historiques. De tout ceci, il faut selon moi tirer quelques enseignements. Premièrement, le déficit 2020 provoqué par la crise sanitaire doit être compris comme un investissement que le Conseil national a fortement soutenu. En effet, le soutien massif à l'économie et aux particuliers a permis la reprise rapide constatée depuis 2021. Deuxièmement, l'attractivité de notre principauté doit être maintenue et renforcée quoi qu'il en coûte. Là encore, le Conseil national aura tout son rôle à jouer en tant que force de proposition. Troisièmement, les signes noirs volant de préférence en escadrille, nous devons impérativement dégager dans l'avenir des résultats budgétaires massivement positifs pour alimenter la partie liquide du FRC. Cela passera nécessairement par des choix budgétaires forts. Les transitions numériques et écologiques en sont 2 exemples importants. Enfin, et c'est le plus important pour moi, nous devons faire en sorte que chacun à notre place, l'unité des institutions monégasques soit plus que jamais préservée et renforcée. La politique du pas vers l'autre, voulue par le souverain, doit être la règle absolue du dialogue institutionnel. Rappelons-nous, mes chers compatriotes, qu'une grande partie de notre indispensable attractivité repose sur la stabilité de nos institutions. Nous devons donc y veiller jalousement. Je compte sur vous. Chers compatriotes,
Au moment d'aborder les séances publiques du budget rectificatif 2022, je voudrais rendre hommage au parcours remarquable du président Stéphane Valéry depuis de nombreuses années au service de tous les Monégasques, dans l'intérêt général, l'écoute permanente et la recherche constante du consensus entre l'Assemblée et le gouvernement. Je suis heureuse d'avoir eu la chance de pouvoir évoluer à ses côtés depuis 2018, dans le cadre de ce mandat qui s'achèvera dans quelques mois. Aujourd'hui, par son action, soutenue par l'ensemble des élus et notamment par la ténacité remarquable de notre vice-présidente, votre Conseil national a retrouvé toute sa place dans le fonctionnement de nos institutions. Il a retrouvé la force qui doit être la sienne, mais ce n'est pas tout. Il a également retrouvé une sérénité qui lui avait cruellement manqué depuis 2010. Aujourd'hui, les élus travaillent tous ensemble, quelle que soit leur sensibilité, pour se retrouver autour de majorités d'idées, permettant la bonne avancée du travail législatif et la détermination de positions claires concernant les sujets stratégiques qui intéressent la principauté. Cette union nationale, qui s'est naturellement constituée au moment de la crise de la Covid, a perduré dans l'intérêt de tous les Monégasques et des résidents, afin que l'implication des conseillères nationales et des conseillers nationaux soit totalement tournée vers un seul objectif, la recherche des meilleures solutions pour les politiques publiques de notre pays, en relayant les attentes et les besoins de la population, et en critiquant de manière toujours constructive le gouvernement lorsque nous estimons que celui-ci fait fausse route. C'est la fin de cette émission parlementaire. On se retrouve ce jeudi à 17h sur Monaco Info et sur la page Facebook du Conseil national. À très bientôt. Au revoir.